Quel est le point commun entre l'iPhone et Buzz l'éclair ? Ils viennent tous les deux de Steve Jobs. Alors autant Apple, on connaît. Steve Jobs caractérise littéralement la marque, encore aujourd'hui. Autant je suis pas sûr que ce soit son plus gros exploit. C'est beaucoup moins connu, mais Jobs a également été à l'origine d'une autre entreprise qui a touché des milliards de personnes, dans tous les sens du terme. Et autant en termes financiers, Apple est devant, autant en termes d'impact culturel, je pense que c'est le plus grand exploit de Jobs. Cette entreprise, c'est Pixar. Vous regardez Nightech, c'est Thomas. Et à la fin de cette vidéo, non seulement vous connaîtrez le secret du succès de Pixar, qui est passé à deux doigts d'être un échec, mais vous comprendrez également celui d'Apple, parce qu'il est arrivé pour la même raison. Alors, commençons par les bases. Les origines de Pixar remontent à Lucasfilm. Oui, le Lucasfilm de Star Wars, la société de production de George Lucas. En 1977, Lucas vient de sortir le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir. Un succès juste inespéré, notamment grâce à ses effets visuels et sonores inédits à l'époque, qui donnèrent vie à l'Étoile de la Mort. En voyant ce succès, Lucas comprend que l'avenir du cinéma va se jouer dans sa capacité à créer de nouveaux lieux, de nouvelles ambiances, de nouveaux effets spéciaux, et donc que l'informatique va y jouer un rôle capital. En 1979, il crée donc la division Graphics Group de Lucasfilm, menée par Edwin Catmull. Ed Catmull, c'est quand même un petit jeune à l'époque. Il vient de passer son doctorat à l'université de l'Utah en sciences de l'informatique, et son truc, sa passion, c'est la capacité des ordinateurs à venir créer des visuels. Il est passionné par cette nouvelle capacité qu'ont les ordinateurs, qui à l'époque étaient très loin de ce qu'on a aujourd'hui, qui pouvaient générer des espèces de polygones recouverts de textures qui pouvaient éventuellement nous évoquer des visuels. Et justement, en 1972, Catmull est le premier à créer un film en 3D baptisé A Computer Animated End. Alors oui, c'est littéralement lui qui a vectorisé sa main, mais il y a 50 ans, tu vois ça, tu pètes ton crâne. Pas étonnant que George Lucas le débauche, pas pour venir créer des films entièrement en 3D, mais pour venir améliorer ses films live-action existants en créant des outils qui permettront de créer des effets visuels plus facilement. Le problème, c'est que réaliser des images générées par ordinateur, ça demande une puissance faramineuse à ce moment. Ok, Catmull y voit le problème, et donc il va se mettre au travail avec la petite dizaine de personnes sous ses ordres pour venir créer un ordinateur surpuissant graphiquement, entièrement dédié au travail d'animation et d'effets spéciaux. Le Pixar Image Computer. Alors ça y est, il y a le mot Pixar, mais pourquoi Pixar, vous me direz ? Eh ben en fait, à la base, ils étaient partis sur Pixar. Littéralement, Pix, l'abréviation de pictures, des images, et le suffixe qui indique que tu fais quelque chose, quoi. Work, worker, paint, painter, l'ordinateur qui fait des images, Pixar. Le truc, c'est qu'il y a un mec au studio qui trouvait que Pixar, ça sonnait pas assez cool et high-tech. Il a pensé au mot radar qui, pour lui, sonnait high-tech, et donc ils se sont dit, ouais, c'est mieux, on va plutôt partir sur Pixar, ça sonne mieux. J'ai mal à mon marketing. Mais à partir de là, le Graphics Group a pu travailler. En 1982, ils ont réalisé des premiers essais vraiment remarqués dans les effets spéciaux avec Star Trek Colère de Cannes. Puis en 1983, plus balèze, ils ont fait l'Étoile de la Mort dans Star Wars 6, Le Retour du Jedi. Sympa. Le problème, c'est que sympa, oui, mais cette division coûte cher. Ils sont 40 dedans désormais, ils ont dû vite grandir pour pouvoir développer l'ordinateur et les logiciels qui permettent de s'en servir. Et certes, elle est prometteuse, mais elle n'a pas de revenus propres. Elle est donc perçue comme cool, mais loin d'être indispensable. Et malheureusement pour elle, George Lucas va divorcer. Et c'est là qu'entre en jeu Steve Jobs. Ça me termine que ce soit ma transition, mais c'est vrai. George Lucas divorce en 1984, il y perd de l'argent forcément, donc Lucasfilm doit maîtriser ses dépenses, et la division un peu cool mais hors de prix de Catmull, idéalement c'est ciao. Le truc, c'est que Steve Jobs en 1984, c'est pas beaucoup plus brillant. En 84, chez Apple, le jeune Steve Jobs venait de subir un échec retentissant avec la sortie du Macintosh, le premier ordinateur grand public avec une interface graphique, macOS, plutôt que avec des lignes de commande, ici tu pouvais naviguer à la souris, qui était vendu beaucoup trop cher pour le grand public qu'il ciblait. Jobs est hors de contrôle.
Il est furieux, il s'embrouille avec son conseil d'administration, pour lui c'est leur faute si le Mac a dû être positionné à ce tarif-là, parce qu'ils avaient des exigences de marge, et il finit par se faire dégager de l'entreprise. C'était donc de notoriété publique qu'il était à la recherche d'un nouveau projet avec de la thune disponible et avec un ego un peu fragilisé quoi. Il avait un petit désir de revanche. Et là-dedans, le Graphics Group de Lucasfilm, ça colle plutôt bien avec Steve Jobs. C'est une entreprise tech techniquement. Si tu les prends en autonomie, ils ont un ordinateur et un logiciel d'animation. Aller vers Jobs, ça paraît sensé. Steve Jobs débarque. Il rencontre Catmull, il voit l'ordinateur, il voit les premières démos et il sent le potentiel. Par rapport à ce qui se faisait dans l'industrie, l'ordinateur de Pixar avait des années d'avance en termes de performance graphique, et surtout, c'est un projet qui lui évoque un petit peu le Mac. Le Mac, c'était cette idée de permettre à tout le monde d'exprimer sa créativité, et l'ordinateur de Pixar, son idée, c'est de permettre aux animateurs d'exprimer leur art. Encore une fois, c'est logique. En 1986, Jobs rachète donc la division informatique de Lucasfilm pour $10 millions. C'est désormais une entreprise à part entière qui prend le nom de son produit phare, Pixar. C'est beau, mais Catmull là-dedans, il est moyennement enthousiaste. Parce que ce Steve Jobs-là, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un de très intense dans le travail. Il pose des milliers de questions, c'est très difficile de lui tenir tête. Il faut bien se mettre dans le contexte, hein. C'est un mec qui a plus de chances d'emmener ta boîte dans le mur plutôt que de l'emmener vers la rentabilité économique, quoi. Et justement, la première directive de Jobs aux équipes de Catmull, plutôt logique, hein, mais qui va être problématique, c'est d'essayer de vendre l'ordinateur Pixar. À partir de là, Catmull est dans la merde. Parce que bon, Steve Jobs il est bien gentil, mais Pixar, c'est pas Apple. Ils ont aucune idée de comment vendre un ordinateur, et encore moins de vendre leur ordinateur. C'est une machine unique sur le marché, enfin t'as pas de point de comparaison pour te positionner. Catmull et ses équipes vont donc essayer de vendre leur ordinateur aux studios de cinéma, logique, et pour ce qui est du prix, ils se disent qu'ils vont fixer le prix le plus élevé qu'ils ont en tête, pour éventuellement le baisser s'ils se rendent compte que ça se vend pas. $160 000 l'ordinateur. Ils ont pas rigolé. Les studios les voient arriver, ils comprennent pas forcément le potentiel de l'animation par ordinateur, hein, c'est pas forcément un truc qui se fait à l'époque, et on leur dit $160 000. Bon ok, ils font un Pixar Image Computer 2, vendu 35 000 €, mais dans un petit marché comme celui des studios de cinéma, une réputation ça colle à la peau, et l'ordinateur de Pixar est étiqueté comme étant cool, mais totalement hors de prix pour ce qu'ils proposent. Bref, Pixar va pas bien. Ils ont pas vraiment de source de revenus, la seule chose qui les maintient en vie, c'est Jobs, qui injecte des millions de dollars chaque année. Chez Pixar, vous avez alors deux équipes. Les équipes techniques, qui conçoivent l'ordinateur et le logiciel d'animation, qui essaient tant bien que mal de faire rentrer de l'argent, et vous avez l'équipe animation, qui elle, en dépense, en essayant de montrer le potentiel de l'ordinateur, en réalisant des petites démos, des petits films en 3D, mais c'est tout. C'est dans ce cadre qu'en 1986, ils réalisent leur premier court-métrage, Luxo Junior. Deux lampes de bureau qui jouent avec une balle. Oui, ça vient de là, et c'est tout simple. C'est une démo technique de l'ordinateur, mais ce qui est intéressant, c'est que même là, on peut percevoir l'esprit de Pixar, qui est en fait celui de la personne qui dirige le département d'animation, John Lasseter. John, c'est un ancien de Disney. Un peu déçu par son passage chez Mickey, où le travail d'animation avait relativement peu changé depuis Cendrillon et La Belle et le Clochard dans les années 50. Sa signature et son truc à lui, c'est de bâtir des histoires simples, mais de se servir de l'animation, et ici des images générées par ordinateur, pour maîtriser chaque détail et maximiser la charge émotionnelle de ses films. Même dans une démo technique comme Luxo Junior, il y a de l'émotion, il y a une petite histoire, tu sens qu'il y a une petite relation entre la grande lampe et la petite, tu devines que l'une est la parente de l'autre, et tu sens la petite déception quand la lampe crève son ballon. Même là, tu sens la patte de Lasseter qui va devenir celle de Pixar, et c'est ce qui va tout changer pour Jobs. Bon, alors dans les faits, oui, c'est mignon Luxo Junior, mais ça coûte giga cher et il n'y a toujours pas une thune chez Pixar. En 1988, tout le monde sait que l'argent est problématique et il y a un nouveau tour de table financier pour venir demander à Steve Jobs
d'aligner l'argent quoi. Dans ce contexte, Lasseter va quand même prendre le pari de se pointer et de pitcher un nouveau projet d'animation à Jobs, l'histoire d'un jouet qui prendrait vie, commencerait à se balader, ça durera 2-3 minutes et ce sera 300 000 $ STP. Jobs assiste à la présentation, il regarde les storyboards, il voit Lasseter défendre son projet avec toute son âme. Le mec est conscient quand même que la survie de son équipe est en jeu et Jobs accepte. Il ajoute même une seule chose: tout ce que je te demande, John, c'est de faire en sorte que ce soit génial. Bon, alors c'est romancé, mais c'est pas si étonnant que ça en vrai. Ce que Jobs a toujours trouvé beau, chez Apple ou ailleurs, c'est pas la technologie en elle-même, c'est ce qu'elle nous permet de faire. Lasseter fait de l'art avec de la technologie, donc même si l'intérêt business n'est pas si évident que ça passe. Et c'est là que le court-métrage Teen Toy voit le jour. Alors oui, le bébé est terrifiant, mais on arrive quelque part, techniquement. La technologie a évolué et permet aux équipes créatives de s'exprimer pleinement. Et encore une fois, davantage que sur Luxo Junior, y a beaucoup d'émotions dans ce short. Avec ce dénouement sur l'enfant turbulent qui se révèle avoir en fait simplement besoin d'un ami, c'est un récit simple, au service de l'émotion, chose qui lui permet de parler à tout le monde et de rencontrer un certain succès. En 1989, Teen Toy remporte l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation et c'est là que Steve Jobs va comprendre son erreur. Toute l'organisation de son entreprise est à l'envers. Si Pixar n'est pas doué pour vendre l'outil, il l'est pour vendre sa finalité. Il ne doit pas se reposer sur ses ingénieurs pour concevoir un ordinateur qui va permettre de faire des films, il doit se reposer sur ses artistes pour concevoir des films en étant assisté par la technique, par les ingénieurs. Jobs fait donc de Pixar un studio d'animation à part entière, avec Lasseter pour diriger la partie créative et Catmull pour encadrer la technique et servir la partie artistique. La technique au service de l'expérience et pas l'inverse. Et c'est avec cette organisation que Pixar va se lancer dans l'aventure Toy Story en 90. Alors, l'idée à la base avec Toy Story, c'était de développer le concept de Teen Toy, qui a fonctionné en short, et d'en faire un espèce de mini-film de 30 minutes. Mais même là, ça coûte cher. Vous vous rappelez du coup de 2-3 minutes d'animation pour le short, il faut s'assurer de pouvoir être rentable. C'est pas évident, surtout qu'en 1990, Pixar, c'est 8 millions de $ de pertes. Ils ont zéro moyen, rien à investir, et Jobs le sait. Il décide donc de rentrer en contact avec Disney pour établir un partenariat. Au début des années 90, Disney est dirigé par un certain Michael Eisner. Eisner, ça fait 10 ans que c'est le PDG de Disney, et c'est un giga businessman. Il exige de chacun des départements de Disney qu'il fasse plus 20% chaque année. Il rigole zéro, et donc forcément les négociations avec un Steve Jobs un peu imbu de sa personne à l'époque, c'est calamiteux. Jobs déteste Eisner, Eisner déteste Jobs, mais Disney avait besoin de diversifier ses styles d'animation d'un côté, et Jobs avait besoin que Pixar ait des moyens propres de l'autre. Le deal fut finalement trouvé. Pas vraiment de partenariat, pas de mini-film non plus, mais Pixar allait devoir réaliser 3 longs métrages pour Disney. Le premier étant Toy Story, une version plus moderne de Teen Toy, le tout contre un financement de 26 millions de $ et un accès au réseau de distribution de Disney. Ouais, pour 3 films, c'est vraiment pas fou. Mais seule bonne nouvelle, Steve Jobs a bataillé pour que Pixar ne soit pas simplement un prestataire anonyme de Disney, mais qu'il soit clairement identifié comme étant les producteurs de leurs films, mis en avant dans les campagnes de communication, etc. Ce seront des films Pixar. Et tant mieux, parce que Jobs avait un plan. Alors, Pixar a commencé à travailler sur Toy Story en mode studio business assez classique. Ils allaient régulièrement obtenir des retours chez Disney, qui leur donnaient des études de marché, qui essayaient d'orienter un peu le scénario, et qui leur donnaient des conseils simplement. En fait, Disney souhaitait que Toy Story soit un film plus à destination des adultes, ce qui leur semblait être un choix pertinent pour l'animation 3D. Après tout, on parle d'une nouvelle technologie, donc on pensait que ça intéresserait les adultes. En tout cas, Lasseter est furieux. Encore une fois, Disney s'immisce dans ses affaires et l'empêche de faire ses scénarios un peu comme il a envie, et forcément ça va se ressentir dans ses équipes. Le résultat est désastreux.
On comprend plus trop où va l'histoire, les personnages sont antipathiques au possible, le personnage principal, un petit cow-boy, est limite bipolaire, on comprend pas du tout son caractère, l'histoire n'a plus de charme. Disney comprend que ça sert à rien. Ces gars, il faut les laisser travailler, le mélange des genres, ça marche pas. Pixar est désormais en roue libre, et le problème, c'est que pour eux, si le film est un échec, c'est pas simplement un contrat raté. En fait, Jobs a poussé pour que Pixar soit introduit en bourse une semaine après la sortie du film. La sortie du film est prévue le 22 novembre 1995 et l'introduction en bourse de Pixar le 29. Son pari est simple. Si le film est un succès, après la campagne de pub financée par Disney et qui met Pixar en avant, le prix de l'action va vite grimper. Et Pixar va gagner de quoi financer lui-même ses prochains projets. En parallèle, ça voudra aussi dire que Eisner va comprendre que il a permis à un studio rival des studios Disney de naître, donc il sera obligé de renégocier avec Pixar un contrat plus intéressant s'il veut les garder sous son contrôle. Et là, Jobs aura plus de poids pour négocier. Lui, il a toujours voulu un partenariat. Du 50-50 sur les recettes du film, c'est pas un prestataire. Là-dessus, je pense que c'est un peu son ego. C'est risqué. Dans ces conditions, si le film échoue, Pixar n'aura plus d'options. Ils vont couler. Mais heureusement, Lasseter et Catmull se sont déjà remis au travail. Délivrés du cadre imposé par les producteurs de Disney, les équipes de Pixar ont retrouvé leur enthousiasme. Les créatifs poussent les ingénieurs à se dépasser pour pouvoir réaliser leurs idées. Les ingénieurs soufflent des nouvelles idées aux créatifs. Ça m'évoque beaucoup Apple encore une fois, où les designers poussent les ingénieurs à se dépasser pour réaliser leurs idées. Catmull évoque cette période comme étant super intense de travail. Les animateurs restent 18 heures par jour au bureau, mais c'était un peu magique comme ambiance pour eux. Ils étaient en train de créer les codes de l'animation à mesure qu'ils avançaient. Et la production arrive à son terme. L'avant-première est prévue à Los Angeles, mais Jobs s'en fout. Il y va pas et il va organiser sa propre première à San Francisco. En France, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'image, mais l'idée c'est que LA c'est clairement la ville du cinéma, Hollywood, tout ça. San Francisco, c'est celle de la tech. Le message est clair, Steve Jobs prend un peu sa revanche et a envie de montrer à toutes ses relations ce qu'il a réussi à faire après Apple. Et heureusement pour lui, le film est un triomphe absolu. Toy Story est non seulement salué pour la révolution technique qu'il représente, mais il reçoit également l'Oscar du meilleur scénario original. C'est dingue quand on y pense. C'est une récompense qui salue uniquement la partie créative du film, alors que à tout moment Toy Story aurait pu être cadré, contraint ou limité par la révolution technique qui était nécessaire pour le faire. C'est un succès public aussi évidemment, avec 394 millions de dollars au box-office. Ça a propulsé Pixar comme pionnier de l'animation par ordinateur, définitivement et indiscutablement le futur du dessin animé et du cinéma. Et forcément, avec cette aura, la semaine qui suivit, Pixar est entré en bourse et c'est là que Steve Jobs est devenu un milliardaire pour la première fois de sa carrière et que, comme prévu, Eisner est revenu auprès de lui pour renégocier les termes de son contrat. Michael Eisner s'en mordra les doigts et il démissionnera de la direction de Disney en 2005 et un des premiers moves de son successeur, Bob Iger, sera de racheter Pixar en 2006 pour 7,4 milliards de dollars. C'est dingue comme histoire. Tout est parti d'un pari de Steve Jobs, celui de voir la technologie non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen. Et c'est pour ça que des années plus tard, il va réitérer chez Apple en mettant les ingénieurs de l'entreprise au service de ses designers et pas l'inverse, avec le succès qu'on connaît. Toute la valeur de la technologie, c'est dans ce qu'elle nous permet de faire. Dans la proposition au public, la technique est presque hors sujet. Ça a marché pour Pixar, qui a bercé l'enfance et juste l'imagination de milliards de personnes, et c'est encore aujourd'hui ce qui fonctionne pour Apple. Et que beaucoup d'acteurs du monde de la tech ont d'ailleurs pas mal de difficultés à comprendre. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant. C'est des vidéos qui demandent des semaines de travail, donc vraiment, ça fait plaisir. Merci encore et à la prochaine tout simplement. Prenez soin de vous. Salut.